Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief des conférences de presse de Nicolas Tagliafico et de Pierre Sage avant notre déplacement à Lille. Évidemment un déplacement extrêmement important puisque tout simplement on reste sur une performance très décevante face à l'AJ Auxerre. Alors on n'est pas dans les choux, mais comme je l'ai déjà dit par le passé, c'est un match à 6 points qu'il ne faudra surtout pas rater. Mais avant d'aller plus loin dans ce débrief, je vais faire un petit peu de promo. En effet, je vais commenter ce match en direct sur YouTube. Si vous voulez donner un petit coup de main à la chaîne, vous allez dans l'onglet en direct, vous cliquez sur la vidéo et vous mettez un like. Merci aux 31 personnes qui l'ont déjà fait. Ça permet de mieux référencer la vidéo. On va donc passer à Nicolas Tagliafico, qui est intéressant en conférence de presse parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout langue de bois. Il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il ressent, même si ça peut quelquefois heurter un petit peu la sensibilité notamment des dirigeants du club. Alors, on lui a d'abord demandé comment ça allait, puisque on sort quand même d'une défaite contre le Beşiktaş et d'un nul face à l'AJ Auxerre, qui étaient deux résultats décevants, même si dans le fond du jeu, face à Beşiktaş, il n'y avait quand même pas grand-chose à reprocher, si ce n'est le manque d'efficacité. Et lui, il dit, on est évidemment déçu d'avoir perdu des points dans ces matchs-là, on a tout fait pour gagner, mais le football continue, la trêve arrive bientôt, donc on doit agir tout de suite, tout donner, et ce n'est certainement pas le moment de se reposer. Vous le savez, cette saison, contrairement aux saisons passées, Tagliafico a une vraie concurrence au poste de latéral gauche avec le néo-international brésilien Abner Vinicius. Donc on a demandé à Tagliafico si ça lui posait un souci. Alors évidemment, il dit que la concurrence rend l'équipe meilleure. Ça se passe très bien, chacun fait son travail pour donner le maximum pour l'équipe en développant notamment ses qualités individuellement mais aussi collectivement. Donc il trouve que c'est une bonne chose, mais vous allez voir un petit peu plus tard dans l'interview, on comprend quand même en sous-texte que ça lui plaît pas trop parfois d'être sur le banc. Rappelons quand même que Tagliafico est champion du monde et toujours international argentin. Donc rester sur le banc, même si on est dans une logique de rotation, je pense pas que ça lui fasse super plaisir. On l'a interrogé aussi sur sa fin de contrat, quel avenir il se voyait à l'Olympique lyonnais. On a rappelé que David Friot avait dit « on a pris un risque avec Tagliafico puisqu'il est en dernière année de contrat, mais on a décidé de le garder ». Ce qui veut sans doute dire aussi qu'il y avait des possibilités de départ. Et on sait que Tagliafico, depuis longtemps, ne souhaite qu'une chose, c'est de quitter l'Olympique lyonnais. Alors, il est bien payé, donc il reste, mais il n'est pas super heureux, même si, on va dire, depuis le mois de janvier de l'année dernière, il y a quand même du mieux dans les résultats de l'équipe. Mais bon, quand vous êtes champion du monde et que vous vous retrouvez dans une équipe qui, finalement, est d'une grande instabilité, depuis d'ailleurs que Tagliafico est arrivé, puisque il a connu Peter Bosz, il a connu Laurent Blanc, il a connu Fabio Grosso, il a connu Pierre Sage, enfin bon, bref. Je pense que c'est quelque chose qui ne lui convient pas. Vous le savez aussi, il a souvent, sans les nommer, mais on va dire désigné un certain nombre de joueurs dans l'effectif qui ne sont pas sérieux du tout. D'ailleurs, vous avez vu dans la vignette, j'ai isolé deux termes qu'a utilisé Tagliafico. On va y revenir dans quelques instants. Alors il dit que c'est pas quelque chose auquel il pense en ce moment. Bon, évidemment, on ne le croit pas. Il sait que ce contrat se termine, mais il dit on verra au mois de juin ce qui va se passer. Mais mon objectif, c'est de donner le meilleur pour l'équipe, pour que l'équipe atteigne ses objectifs. Travailler dur pour ramener l'OL en Ligue des Champions. C'est un objectif personnel, mais aussi évidemment un objectif commun. Alors, puisqu'il parlait d'objectifs, on lui a dit « Ah, quand même, votre boss a parlé du titre de champion de France, etc. etc. » Alors lui, il dit en début de saison, c'est normal, on se fixe des objectifs au maximum, mais on doit continuer à travailler car on est encore parfois irrégulier. C'est-à-dire que lui, il est d'accord à avoir des objectifs, mais si on est aussi irrégulier, ça va quand même être difficile de les atteindre. Il dit que l'objectif principal, ça reste quand même de se qualifier pour la Ligue des Champions,
mais il faut continuer à progresser pas à pas et surtout être beaucoup plus constant. On lui a fait remarquer que dans son couloir désormais il y avait Malik Fofana, donc vraiment une de nos pépites qui donc est dans son couloir. Et il dit les connexions entre les joueurs sont évidemment très importantes, mais ça pas seulement entre lui et Fofana, mais entre tous les joueurs. Il dit qu'avec Malik ça se passe très bien, que c'est quelqu'un qui apprend vite, qui est très ouvert. Mais il prévient aussi, c'est un jeune joueur, il faut pas lui mettre trop de pression sur les épaules pour qu'il puisse se développer et qu'il continue à s'amuser sur le terrain. Alors, on lui a dit, peut-être le savez-vous, mais il y a eu beaucoup de critiques, on va dire, dans l'entourage lyonnais, y compris moi, même si moi, évidemment, je ne représente rien pour, on va dire, l'OL et ses composantes, mais notamment sur les nombreuses rotations qui peuvent porter atteinte à la complémentarité entre les joueurs. C'est sûr que si vous changez d'effectif en permanence, c'est difficile de fonder un collectif. Et moi, ce qui m'avait quand même déçu, notamment sur le match d'Auxerre, c'est que on commence à voir se dessiner un 11 titulaire et on chamboule tout. Et puis on est puni. On a fait ça aussi face à Toulouse. On a failli être puni. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, ce qu'on a vu sur le terrain, c'était pas bon du tout. Donc moi, écoutez, les rotations, tout ça, je m'en fiche complètement. Si des mecs sont pas contents de leur temps de jeu, ils doivent faire ce qu'il faut pour acquérir du temps de jeu, et notamment maximiser les minutes qu'on leur donne. Voilà, certains me disent dans les commentaires, quand je fais ce type de critique, « Ah non, mais c'est normal de faire des rotations. » Mais attendez, moi je regarde Manchester City, je regarde le Real Madrid, je regarde le PSG, mais ils font pas de rotation. Et ils jouent 3 matchs par semaine. Les meilleurs joueurs jouent, point final. Alors vous pouvez faire une rotation ponctuellement, justement, parce qu'un titulaire habituel, étant un peu en difficulté, mais quand vous changez 4, 5, 6 joueurs d'un match à l'autre, non, vous pouvez pas, surtout en début de saison, et alors que vous êtes à la recherche de points, vous ne pouvez pas faire toutes ces rotations-là, d'autant que, après le match d'Auxerre, vous aviez 5 matchs avant le match suivant contre Lille. Donc, tous les arguments, de toute façon, je l'ai dit lors du débrief, là, sur ce sujet-là, je suis très fermé. On ne me trouvera aucun argument qui justifie ces nombreuses rotations. Et vous allez voir que Tagliafico, tout en disant qu'il comprend ce que fait le coach, il n'est pas hyper convaincu. Donc il dit cette question s'adresse surtout à l'entraîneur, pas à moi. Je peux comprendre sa logique. Les joueurs doivent toujours être prêts quand on a besoin d'eux. L'objectif est que chacun soit au maximum pour que les changements ne se ressentent pas, même si ce qui est développé à l'entraînement ne remplace pas les matchs. C'est-à-dire qu'il dit, avoir un jeu fluide, voilà, on change un joueur ici, on change un joueur là, on change 2 joueurs ici, on change 2 joueurs là, on doit avoir exactement le même jeu sur le terrain, ça c'est utopique, ça n'existe pas. Tout simplement parce que les titulaires sont plus talentueux que les remplaçants, c'est un peu logique, plus talentueux, plus constants. Et quand il dit ce qui est développé à l'entraînement ne remplace pas les matchs, il dit oui, mais c'est pas parce que tu t'entraînes avec un mec toute la semaine que tu vas avoir des automatismes de match, parce que les circonstances sont pas du tout les mêmes, la pression n'est pas la même. Donc on sent bien quand même en filigrane que pour Tagliafico, cette rotation, franchement, ça l'enchante pas trop. Alors, c'est une question qui a été également posée à Pierre Sage. On dit, mais le match de Lille, il va permettre quand même de voir ce que vous pouvez faire face au gros. Vous avez perdu face au Paris Saint-Germain. Alors, chaque fois, ils incluent la finale de la Coupe de France dans cette série de matchs négatifs. Donc, ils disent, vous avez perdu face au Paris Saint-Germain, vous avez perdu face à Monaco, vous avez perdu face à Marseille. Là, Lille, c'est une équipe de ce gabarit, quand même, vainqueur du Real Madrid et de l'Atlético Madrid, quand même. À l'extérieur, faut quand même le faire. Real Madrid champion en titre, champion d'Europe en titre. Donc lui, il voit pas ça comme ça. Il dit, pour moi, de toute façon, tous les matchs sont importants, il faut les jouer avec la même intensité. Et surtout, on a perdu des points face à des plus petites équipes. Donc il dit, voilà, c'est pas parce que vous jouez un adversaire plus fort que forcément vous allez perdre. Et inversement, c'est pas parce que vous jouez un adversaire moins fort que forcément vous allez prendre des points. Chaque match est décisif. Lille n'est pas particulier. Il faudra travailler dur pour affronter Lille, une équipe performante à domicile.
il nous reste quelques jours pour en travailler encore ce match. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Et il a fait quand même un éloge du LOSC, puisqu'il dit que déjà, même si parce qu'on lui a demandé s'il avait des bons souvenirs à Lille, parce qu'on a gagné l'année dernière dans un match fou, 4-3 je crois, enfin un truc de malade. On a fait la finale de la Coupe de France, bon là malheureusement perdu. Donc on lui a dit, est-ce que vous avez des bons souvenirs finalement au stade Pierre-Mauroy? Donc il dit, bah oui, j'en ai avec l'Olympique Lyonnais, même si on perd en finale de la Coupe de France, c'était comme une belle fête. Il dit aussi qu'il y a joué avec l'Ajax. Donc ça, je me souviens pas, mais bon, s'il le dit, c'est sans doute vrai. Et vraiment, il continue. Il dit, c'est un très beau stade avec une belle ambiance et un club très bien organisé. Est-ce que, à contrario, d'autres clubs sont moins bien organisés? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est étonnant qu'un joueur dise de son adversaire, c'est un club très bien organisé. Bon, après, c'est peut-être moi qui extrapole un petit peu. Alors, on lui a demandé, on voit quand même qu'il y a une certaine inefficacité parfois en attaque de la part de notre équipe. Est-ce que ça met du stress sur les défenseurs? Parce que si on n'arrive pas à marquer, finalement, on se retrouve à la merci de prendre un contre, ce qui malheureusement nous est arrivé dans les derniers matchs. Alors il dit, j'ai beaucoup d'expérience et je sais qu'il peut tout se passer dans un match et notamment un match de l'Olympique Lyonnais. Il y a toujours de l'irrégularité et on doit mieux contrôler les matchs, ne pas se précipiter si on veut obtenir de grands résultats. On doit avoir plus de constance et de concentration. Je m'inclus dans ces défauts ponctuels, moi aussi. Il dit l'impatience crée du désordre, c'est-à-dire que lui, voilà, il dit un match, il faut rester focus, même si on n'arrive pas, même si on bute sur l'adversaire, il faut rester concentré, il ne faut pas se livrer. Et il dit, si on veut réussir, il faut de l'ordre et de la discipline. Voilà, je pense que Tagliafico, on peut lui reprocher un certain nombre de choses, mais je pense que en termes de professionnalisme, c'est vraiment la catégorie au-dessus. Et en fait, ce qu'il désespère depuis des années à l'Olympique Lyonnais, c'est que justement, l'ordre et la discipline, il n'y en a pas beaucoup. Et je dirais pas que les arrivées d'Orban et de Wilfried Zaha, il doit halluciner quand même quand il voit ces mecs-là. Alors je dis pas que les Argentins sont tous hyper pros, mais il doit halluciner Tagliafico quand il voit certains trucs à l'Olympique Lyonnais. Bon, en tout cas, voilà, ordre et discipline pour Tagliafico, c'est ça la clé. Enfin, ce sont les clés de la réussite. Les axes d'amélioration de l'équipe, vous allez voir, on retrouve un petit peu les mêmes thématiques. Grâce à mon expérience, je sais que tout peut arriver dans un match. Nous devons mieux contrôler les matchs pour les réussir. Le contrôle de certains moments clés est essentiel, tout en gardant notre capacité à marquer à tout instant. Il faut faire preuve de patience. Donc, voyez, professionnalisme, rigueur, enfin vraiment, je dirais que Tagliafico, d'une certaine manière, c'est l'anti-Ryan Cherki. C'est l'anti, jeu fou, jeu délirant. Voilà, bon, il faut des mecs comme ça. Le problème de Tagliafico, c'est qu'il n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer dans l'équipe. Je me souviens que l'année dernière, dans une conférence de presse, on lui avait demandé, mais avec votre expérience, votre palmarès, etc., est-ce que vous êtes un des leaders de l'équipe? Alors ça, c'était avant le mercato d'hiver. Et il dit, non, mais moi, je veux bien donner des conseils, je veux bien être un leader, mais encore faut-il que ceux que vous avez en face de vous vous écoutent. Donc je pense que il a espéré, il a essayé justement d'avoir un rôle de leader, et puis il voit bien qu'en face de lui, il n'a pas de répondant. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va aller jusqu'au bout de son contrat et il va essayer de trouver un dernier projet qui le fasse kiffer, que ce soit à l'Ajax, que ce soit à Manchester United, puisque c'était les deux clubs où il voulait absolument aller. Mais je pense que, voilà, en plus il sera gratuit, il n'y aura pas d'indemnité de transfert pour lui, donc je pense que là, il va se faire plaisir sur son prochain club. Alors on a terminé cela avec sa vie à Lyon. Est-ce qu'il se sent lyonnais? Alors il dit non, je ne me sens pas lyonnais. Il dit après la Coupe du Monde, il le reconnaît, ça a été difficile. J'ai perdu de la motivation, mais de toute façon on l'a tous vu.
qu'après la Coupe du Monde 2022, Tagliafico, il a baissé les bras, il a lâché l'affaire. Il dit « Je me sentais un peu seul, mais avec l'arrivée de nouveaux joueurs, le fait de pouvoir parler anglais avec d'autres joueurs, avec ma femme, nous avons décidé de profiter davantage de la ville de Lyon. Il y a toujours des bons et des mauvais moments, il faut savoir faire le dos rond. Je vais déménager et j'ai l'intention de découvrir encore plus du foot et de la vie à Lyon. » Bon, un Tagliafico qui, respire pas la joie de vivre, hein, ça c'est sûr, mais il reste professionnel, c'est quand même l'essentiel. Est arrivé ensuite Pierre Sage, qui évidemment a été cuisiné sur les derniers résultats. Moi, je ne mets pas les deux derniers résultats dans le même sac. Je le dis, le match contre le Beşiktaş est un très bon match. Manque de réussite, parfois ça arrive, comme j'ai dit. Stephen Curry, il a fait des 0 sur 10 à 3 points. Federer, il a peut-être fait des matchs à 40% de première balle. Bref, il y a des jours où ça rentre pas, vous pouvez pas vraiment expliquer pourquoi. C'est dommage effectivement de se faire prendre en compte. Mais bon, ça peut arriver. Après l'Europa League, il y a beaucoup de matchs, il y a 8 matchs en tout. Il faut être dans les 24 premiers pour pouvoir se qualifier. Donc, avec nos 2 premières victoires, on est quand même plutôt bien parti. Alors pour le match de Lille, il nous a dit déjà que c'était certain que Diawara et Nuama ne seraient pas présents. Diawara a toujours mal au genou, Nuama, je crois que c'est un problème à la cuisse. Mikotadze, ce n'est pas sûr. Il a raté les 2 entraînements, hier et aujourd'hui, parce qu'il est malade. Donc il ne sait pas s'il sera disponible. Donc je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que Lacazette sera titulaire. Évidemment, on l'a branché sur les rotations, puisque c'est vraiment ce qui est le plus reproché à Pierre Sage par les journalistes, les supporters. On a peut-être tous tort, mais bon, malgré tout, les faits sont là. Vous faites beaucoup de rotations contre Toulouse, vous faites un match immonde, vous faites beaucoup de rotations face à Auxerre et vous retrouvez qu'un de 2. Donc, forcément, ça fait causer. Alors lui, il dit, moi, je raisonne par groupe de match, en fonction de leur proximité. Il faut un maximum de fraîcheur, ça sous-entend des rotations. Il doit y avoir des régulations, c'est-à-dire en gros, il y a ma règle, et puis ensuite on adapte. Car on ne peut pas toujours anticiper si le joueur est apte ou non. Là, il dit, on a un match vendredi, et ensuite on joue jeudi, et ensuite on joue dimanche. Donc les matchs sont quand même relativement éloignés, donc on peut en déduire que si les états de forme sont constants, et en plus après il y a une trêve internationale, donc si les états de forme sont constants, on peut penser qu'il n'y aura pas beaucoup de rotation. Alors les deux derniers matchs, lui aussi, il dit, contre le Beşiktaş, on a mal payé, contre Auxerre, on a eu du mal à mettre plus de rythme lié peut-être au changement de 4 joueurs. Quand même, peut-être qu'on est... Parce que quand on regarde le milieu de terrain avec Tessman, Veretout et Matic, forcément, du rythme, il n'y en avait pas beaucoup. Les causes sont multiples, les rotations en sont une des causes. Il faut regarder ce que fait l'adversaire aussi, qui était très fermé. Mais oui, mais justement, c'est pas avec Tessman, Veretout et Matic que tu vas les déstabiliser. Il fallait un deuxième dribbleur, il fallait titulariser Ryan Cherki. D'ailleurs, le seul qui s'est vraiment affirmé dans ce match-là, c'est Fofana, justement, parce que lui, il avait les qualités pour aller perturber cette défense, pour attirer plusieurs défenseurs à lui et libérer des espaces, alors que Veretout, je le redis, n'a servi à rien. Tessman, c'est pas un numéro 8. Tessman, alors peut-être que c'est peut-être un bon 6, mais c'est pas un bon 8. Et puis Matic, il revenait de blessure, il n'a pas joué depuis un mois, donc déjà à la base, c'est pas le mec le plus rapide de la Terre, alors vous imaginez avec cela. Et il nous donne quand même une info qui nous a effectivement un peu surpris, puisque ce match-là, donc contre Auxerre, c'est le match où on a le plus couru de toute la saison. Alors il reconnaît quand même, on a peut-être mal couru, mais il dit il n'y a pas eu un déficit d'effort, mais effectivement ça n'a pas bien fonctionné. On lui demande quand même, on essaye, parce que vraiment cette histoire de rotation, je pense qu'elle est centrale. Donc les journalistes ont insisté, mais est-ce que vous avez un 11 de base qui se dessine? Alors il dit oui, il se dessine, mais il n'est pas fixe. L'association des 11 joueurs est dans un coin de ma tête, mais ça reste évolutif, il faut être performant dans la durée. C'est-à-dire en gros, il dit oui, j'ai mon 11, mais si on joue 3 jours et que je fais jouer mon 11 les 3 jours, peut-être que le 3e match, ils seront plus en capacité. Bon, bref. Donc c'est ça qu'il veut dire. Mais en fait, ce qui lui a reproché, par exemple, c'est pas d'avoir changé Lacazette pour Mikotadze.
c'est d'avoir fait 4 ou 5 changements par rapport au match précédent. C'est ça le truc, c'est qu'il fait trop tourner. S'il a son 11 de base et puis qu'il change un mec ici, un mec là, par exemple, en latéral droit, s'il met Maitland Nice une fois, s'il met Mata la fois d'après, bah, personne ne va râler. Si en numéro 8, une fois il met Verretou, une fois il met Cacré, hein, je sais que ça va hurler, mais s'il met Cacré ou des choses, vous voyez, le truc c'est qu'il a fait trop de changements à la fois. Donc c'est surtout ça qui lui est reproché. Alors il dit que lui, en tout cas, il fait ça en éthique. C'est-à-dire qu'il a fixé les règles avec son groupe et il essaye de s'y tenir. C'est-à-dire, en gros, voilà, vous bossez bien l'entraînement, quand vous faites des rentrées, vous êtes dans la bonne attitude, donc je vous ferai jouer, vous aurez du temps de jeu. Donc il estime que bah, si un mec, par exemple Tessman, il est titulaire, face au Beşiktaş, on considère qu'il fait un bon match, bon bah voilà, il mérite de jouer. Mais non, mais c'est pas comme ça. Tolisso fait un super début de saison, bah c'est Tolisso qui doit jouer, c'est pas Tessman. Alors Tessman, bah il aura du temps de jeu, parce que de toute façon, il y aura des blessures, il y aura des suspensions, il y aura des trucs comme ça. Mais dans des matchs où il faut prendre des points, bah et voilà, on n'est pas là pour faire du social. Les joueurs, ils sont pros, ils sont payés, c'est-à-dire qu'il a su être dur, avec Diomandé par exemple. Il a su être dur avec Lopez. Bon bah voilà, bah les autres c'est pareil. Si il n'a pas besoin d'eux, bah ils sont payés, ils viennent à l'entraînement, ils doivent se tenir prêts s'ils doivent rentrer. Mais on ne doit pas faire du social. On n'est pas là pour ça, c'est de la compétition. On doit gagner des matchs, on doit finir dans le top 3. Donc voilà. Alors justement, on continue, parce que ça n'arrête pas. Ouais, mais quand même, le disent des journalistes, il y a 5 changements. Donc vous pouvez faire des rotations pendant le match. C'est-à-dire que le mec qui mérite de jouer, ben, au lieu de le titulariser, tu le fais rentrer à la 60-65e. Alors, vous allez voir, il va utiliser l'expression que j'ai mis en vignette, il dit... Les événements, alors, ce qui va conditionner les rotations, les changements, il dit, ce sont les événements du match, les états de fatigue, les performances courantes, ce que font les joueurs, les cartons jaunes. Et il dit, alors là, ça a été très drôle, alors ce sera peut-être mal pris, attention, ce sera peut-être mal pris, il dit, et le casier judiciaire des joueurs qu'on a sur le banc. Suivez mon regard, Orban, Zaha, peut-être d'autres, Mikotadze pendant un temps, qui a quand même parlé de casier judiciaire, ça j'avoue que ça m'a fait rire, mais ça peut être mal interprété, parce que qui a un casier judiciaire, c'est quelqu'un voilà, qui est un délinquant, donc c'est voilà, l'expression est peut-être pas très heureuse. Il dit, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, il m'arrive de regretter parfois d'avoir fait certains choix, mais au moment où il les fait, il est fidèle à sa logique. Alors, on lui a parlé de Lacazette, parce que Lacazette, c'est un cas un petit peu particulier. Ça, c'est Hugo Guimet qui a posé la question. Il dit, oui, mais Lacazette, c'est un cas qui est pas facile, parce que on sait qu'il peut marquer à tout moment. Donc, dans un match, est-ce que vous n'avez pas tendance à le laisser en disant, bah tiens, Lacazette, même s'il n'a pas été bon depuis le début du match, il peut nous débloquer la situation à tout moment. Et donc, il dit, oui, c'est vrai. Il est capable de marquer à tout moment. Mais voilà, il y a des imprévus. Parfois, un joueur, je veux le faire sortir et c'est lui qui marque le but. D'ailleurs, c'était le cas l'autre jour avec Ryan Cherki. Donc en fait, il dit, c'est surtout le match qui guide mes choix. J'essaye d'être juste, mais parfois le rendu sort de mon champ d'action. En gros, il dit, je fais des choix, mais parfois il y a de l'imprévu. Et donc avec Lacazette, bah oui, c'est toujours embêtant de sortir Lacazette, parce que Lacazette, c'est un joueur supérieur à la finition. Enfin, c'était un joueur supérieur à la finition. Cette saison, on reste quand même sur notre fin avec Lacazette. Donc oui, bah le coach, c'est un métier pas facile, mais on est bien payé pour ça, on est bien payé pour faire les bons choix, et malheureusement, pas sur le Beşiktaş, mais en tout cas sur la JOCR, je pense que les bons choix n'ont pas toujours été faits. On lui a posé la question, et celle-là elle est très importante, sur la vulnérabilité défensive. Donc il dit, entre le Beşiktaş et Auxerre, les situations sont différentes. On anticipait ce problème face à la JOCR, parce qu'ils ont des joueurs qui sont très forts en transition. On veut le ballon haut, on veut les empêcher d'attaquer la profondeur, mais parfois tout ne se passe pas comme on veut. L'adversaire a des opportunités d'exprimer son talent, hein, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'en mec, il y a des faces. Qu'en face, il y a des mecs, il y a des joueurs de football professionnels, et que bah vous pouvez pas tout prévoir. Bon, après, il y a quand même des choses qui se répètent,
qui se répète depuis l'année dernière, et ça continue cette saison, même si c'est moins flagrant. Et c'est vrai qu'on a retrouvé cette friabilité de notre équipe sur le jeu de transition. Alors, là, c'est justement Hugo Guimet qui a posé cette question, parce que je l'avais déjà noté. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé à Pierre Sage sur RMC l'autre jour, je lui avais fait remarquer qu'on était une des deux équipes. Alors, c'était Lens, la deuxième équipe, et donc on est repassé devant eux, qui récupère le ballon le plus haut en Ligue 1. Donc ça, évidemment, c'est le pressing, le contre-pressing. Alors, il dit, ce sont les effets de notre manière de jouer, mais ce n'est pas un gage d'efficacité. Il faut tirer profit de tout ce qui se passe juste avant et juste après. On est sur une ligne jaune en permanence, et il faut qu'on arrive à basculer du bon côté. C'est vrai que presser haut, c'est un peu à double tranchant, parce que si vous vous ratez, derrière, il y a des boulevards. Donc c'est vraiment un effort collectif. Lui, il veut continuer sur cette voie-là, parce qu'il dit, ça va finir par balancer de notre côté, et là, on en trouvera tous les bénéfices. Il a été branché ensuite sur Malik Fofana, notre Magic Fofana. On lui a demandé un petit peu comment est-il depuis qu'il est arrivé, qu'est-ce qui a évolué. Alors il dit c'est un joueur qui est arrivé avec de la timidité dans sa personnalité, mais pas sur le terrain. Mais on a rapidement vu son talent à l'entraînement et il a marqué un but rapidement en Coupe de France. On a voulu prendre du temps avec lui, il a démontré qu'il pouvait être titulaire, alors qu'avant, c'est vrai que titulaire, il était moins efficace, mais il doit durer. Si à l'issue de la saison, il est un autre joueur, on aura réussi à tenir parole envers ses parents, puisqu'on leur avait garanti de l'accompagner dans son développement. En tout cas, la gestion du cas Malik Fofana, elle est vraiment excellente. Passons à Lille, puisque c'est notre adversaire dans 2 jours. Et lui se félicite, Pierre Sage, que finalement, l'Olympique Lyonnais produise des talents. Alors des talents chez les joueurs, ça on le sait d'ailleurs. Diomandé et 2 autres joueurs de la JOCR sortent de notre académie. Alors Diomandé sort pas de l'académie, mais enfin bon, il a fait sa post-formation à l'Olympique Lyonnais. Mais aussi, on arrive à placer nos coachs, et notamment Bruno Genesio. Il dit donc que sa réussite démontre qu'il y a du talent dans notre club. On lui a dit quand même, mais vous n'êtes pas déçu qu'il y ait certains membres de votre staff qui aient rejoint l'ennemi, si on peut dire. Il dit non, je suis content de les revoir, mais je ne suis pas déçu de leur départ. Donc il s'agit de Jérémy Bréchet, qui est assistant coach, et de Antonin Da Fonseca, qui était chargé de la performance à l'Olympique Lyonnais. Il dit Genesio, je le connais moins, mais clairement, il a marqué l'OL, l'histoire de l'OL à sa manière. Il dit que ça va être un beau match. Ça va être un beau match avec 2 équipes vraiment où il y a du talent à beaucoup d'endroits sur le terrain. Et il dit on doit rattraper nos points perdus. Alors lui aussi a été branché sur l'histoire de nos tests face aux grosses équipes. Et il dit oui, mais enfin bon, les défaites de Monaco et de Marseille sont quand même pas les mêmes. Monaco, on n'a pas existé. Et Marseille, c'est quand même un peu une anomalie statistique. Il trouve qu'en plus on a progressé depuis ces matchs. Donc il faut qu'on soit à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Parce qu'en fait, ce qui fout les boules à un entraîneur, c'est quand son équipe ne donne pas son plein rendement. Ce qui est parfois le cas avec notre OL. Voilà les amis pour le débrief de ces conférences de presse qui étaient ma foi fort intéressantes. J'espère que ce débrief vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à aller liker la vidéo du live, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.